Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café où je vous résume quotidiennement les infos autour du développement. Et en ce moment, c'est un des temps forts de l'année avec les conférences pour les développeurs par les GAFAM. Alors on a déjà eu Google et Microsoft en mai et hier soir c'était au tour d'Apple. Alors dans l'idée de ce numéro, le programme il est super simple avec dans un premier temps les actualités non Apple on va dire et après ce sera celle autour de la WWDC, c'est-à-dire donc la conférence d'Apple. Mais quand même, juste avant de commencer, on fait un petit retour en arrière car c'est en 6 juin que le jeu Tetris est sorti sur un ordinateur qui s'appelle l'Electronica 60. Alors le nom il est un tout petit peu à consonance russe, tout simplement parce que le créateur il était russe, ou plutôt soviétique à l'époque. Mais bon ok, c'était un 6 juin, mais vous allez me dire mais de quelle année ? Eh bien c'était en 1984, c'est-à-dire que Tetris aura bientôt 40 ans l'année prochaine. Allez voilà, ça c'était pour la petite info juste avant de commencer et je vous propose qu'on revienne bien dans le présent et voici les actualités non Apple de ces dernières heures, donc de 2023. Pour commencer, je vais vous parler de Rust, mais vu que c'est l'édition WWDC, j'aurai pas le temps de m'attarder sur les polémiques autour de la conférence Rust, mais à la place, je vais uniquement vous parler de la nouvelle version, à savoir la 1.70. Alors si toutefois vous ne connaissez pas les dépendances en Rust, elles sont hébergées sur crates.io, et le protocole utilisé pour communiquer change sur cette version pour celui qui s'appelle désormais Sparse. Alors dans l'idée, il devrait y avoir des meilleures performances, mais en local, l'emplacement du cache il va changer, ça va donc vous obliger à tout retélécharger. Et d'ailleurs, dans les crates, auparavant, il y avait des lazy static et des once cell qui sont désormais remplacés par deux types directement dans le langage. Et idem, si vous vouliez savoir si l'application elle s'exécutait dans un terminal, il fallait une dépendance, mais c'est plus du tout le cas avec le isTerminal. Ensuite, pour les options du compilateur et le "-c debug info, vous ne pouviez lui donner que des chiffres entre 0 et 2. Alors 0 c'est pour les releases et le mode profile, et 2 pour les devs et les tests, et désormais vous aurez des libellés à la place qui honnêtement seront quand même beaucoup plus clairs. Et enfin, il y a une palanquée d'API qui ont été stabilisées, et voilà donc pour ce Rust 1.70, mais comme je vous l'ai dit, je vous mets volontairement de parler des polémiques, si je peux, je vous en parlerai dans les prochains jours, c'est promis. On continue en Python avec PyPy qui a annoncé il y a quelques jours que pour faire face aux problèmes de sécurité que je vous ai parlé à de multiples reprises ces dernières semaines, il sera obligatoire d'ici à la fin de l'année que tous les utilisateurs aient une authentification en 2 étapes afin que personne ne puisse finalement usurper l'identité. Et très clairement, c'est une bonne initiative, mais à peine annoncé que des chercheurs en sécurité se montrent déjà sceptiques. Alors en effet, l'authentification en 2 étapes, elle est certes obligatoire, mais en fait c'est tout. C'est-à-dire que n'importe qui peut ouvrir un compte et peut donc publier n'importe quoi. Par ailleurs, les problèmes fondamentaux de PyPy restent toujours, comme le typo-squatting ou encore le fait qu'il soit possible de se réapproprier des projets abandonnés. Bref, l'authentification en 2 étapes, c'est un premier pas, mais il reste encore quelques bons autres pas, bonnes étapes pour remettre finalement la situation bien d'aplomb. Ensuite, on va évoquer les navigateurs, et en l'occurrence ici Chromium, où Google vient de communiquer sur l'arrivée d'un nouveau compilateur mid-tiers qui s'appelle Maglev. Alors concrètement, c'est un compilateur just-in-time qui, selon leur dire, est capable de générer du code machine en moins d'un centième de seconde. L'avantage, c'est que vous n'avez strictement rien à faire car c'est intégré à la version 114, c'est-à-dire à la dernière version stable, et c'est en plus activé depuis hier. Alors je passe ensuite l'aspect benchmark car en gros c'est pour dire que tout va mieux, mais il n'évoque ici que Chrome pour la date du 5 janvier, donc de hier. Alors il faudra donc voir ce qu'il en est pour les autres navigateurs comme Edge, mais là-dessus, pour ne rien arranger, Maglev c'était aussi le nom de code de la nouvelle version de Teams, autant dire que c'est pas super simple de trouver des infos dessus, mais d'une manière générale, vos sites ils vont être beaucoup plus performants et vous aurez rien à faire, donc c'est une bonne nouvelle. Et à être sur Chrome, j'en profite non pas pour vous parler d'une super méga promo, mais sur la forme, ça y ressemble quand même un tout petit peu. Dans l'idée, jusqu'en décembre, si vous trouvez des failles de type Chain Exploit dans la sandbox Chrome, eh bien les montants des primes sont triplés. Alors voilà, certains ont leur Black Friday et les développeurs, ils ont leur Bug Bounty avec des super bonus. Et juste avant de passer aux actus en bref, et avec pas mal de retard, toutes les vidéos d'Android Maker sont maintenant en ligne. Alors pour info, elles ne sont pas encore en public, mais c'est parce qu'elles seront publiées au fur et à mesure. Mais ce que vous avez dans cette playlist, ça représente à peu près toutes les sessions. Mais quand je dis à peu près, c'est qu'il y en a quelques-unes qui ont eu des petits soucis techniques, comme la mienne par exemple. Et bon, malheureusement, c'est trop tard pour arriver à corriger tout ça. Alors pour aller les voir, je vous ai mis tout simplement les liens dans le petit i, vu qu'elles sont forcément sur YouTube. Et justement, c'est maintenant l'heure des actus en bref, avant de parler de la WWDC. Amazon propose jusqu'à présent la documentation pour AWS à la fois sur son site officiel et sur GitHub en open source. Malheureusement, Amazon va stopper cette pratique car la synchronisation avec le site s'avère compliquée car le tout est diffusé sur 266 repos différents. Pour faire des retours sur le contenu, Amazon redirigeait à la place vers son outil de feedback. On continue dans l'open source avec Debian dont la version 12 devrait sortir ce samedi.
Mais de manière assez inquiétante, l'équipe derrière le projet a validé le fait que même si 100 bugs connus sont présents dans la release candidate, elle sera bien mise en ligne. Côté Reddit, suite au fait que les API vont devenir payantes et à un tarif totalement inaccessible, plusieurs communautés ont décidé de passer en mode silence total lundi prochain, c'est-à-dire le 12 juin. Plus précisément, les communautés vont temporairement devenir privées pendant 48 heures, histoire de faire pression sur le réseau social. Côté nom de domaine, jusqu'à présent, les .ga étaient gérés par la FNIC, qui est l'association française qui s'occupe des .fr, mais aussi des .ovh ou des .leclerc. Les .ga qui désignent le Gabon seront désormais gérés par l'autorité locale gabonaise et non plus par la FNIC dès mercredi 7 juin. Et enfin, si vous prévoyez d'aller à Hawaï, ne faites surtout pas confiance au GPS. En effet, plusieurs touristes se sont plaints que les directions les amenaient directement dans l'océan. On ne sait pas quel logiciel était utilisé, mais comme on dit, il ne faut pas faire confiance aux machines. Et voilà, c'est donc maintenant le résumé de la WWDC. Alors je vous préviens, je vous résume que la keynote grand public, car sinon j'aurais tout simplement pas le temps de tout vous dire. Et je vous précise aussi que je ne peux pas mettre des extraits vidéo, car sinon je ne peux carrément pas publier la vidéo, car tout simplement YouTube la bloque sinon. Donc je suis vraiment désolé par avance, vous aurez simplement des images à la place. Et d'ailleurs, je rentre dans les infos que vous voulez savoir tout d'abord, puisque la nouvelle version de macOS, elle s'appelle Sonoma. iOS, iPadOS et watchOS passeront en version 17 et elles sont déjà disponibles en bêta développeur. Pour le grand public, ce sera par contre en juillet et la dispo en version stable, c'est comme d'habitude vers septembre-octobre. Et comme d'habitude, surtout ne l'utilisez pas sur un téléphone en prod. Et pour le casque de réalité augmentée, ce sera vendu à 3500 $ dès l'année prochaine, mais uniquement aux États-Unis. Alors voilà, maintenant que ces infos sont passées, on rentre dans les détails, et le fait marquant, c'est qu'on a assez peu entendu le mot IA, mais malgré tout, Siri est toujours là, et le mot-clé « Dis Siri » il devient optionnel, c'est-à-dire que le « Dis » est optionnel, et il faut juste dire en fait Siri tout court désormais. Et pour ce qui est des conversations, elles pourront être continues, c'est-à-dire qu'il faudra plus tout le temps dire « Dis Siri, dis Siri, dis Siri », vous pourrez en fait simplement faire vos questions les unes à la suite des autres. Ensuite, et d'une manière générale, mon conseil, c'est faites des widgets, car vous allez en avoir de partout. Sur les iPhones, il va y avoir un mode veille façon table de nuit où ils seront affichés. Sur l'iPad, ce sera dispo sur l'écran de déverrouillage tout comme les Live Activities, et sur watchOS, en utilisant la roue crantée depuis le watch face, vous pourrez scroller entre plusieurs widgets. Et d'ailleurs, sur les Mac, ils seront pas en reste, car a priori, on pourra accéder aux widgets de son iPhone sur son ordinateur, si toutefois ils sont sur le même Wi-Fi. Donc, comme je vous l'ai dit, faites des widgets. Et maintenant, plus précisément, plateforme par plateforme, sur iOS, vous allez pouvoir personnaliser la photo qui s'affiche quand quelqu'un vous appelle, et ce sera ouvert aux applis tierces avec CallKit. Une fonctionnalité ensuite rappellera à certains Android Beam, et c'est tout simplement une amélioration d'AirDrop. Alors désormais, quand vous allez rapprocher deux iPhones entre eux, ils se partageront les fiches de contact, et en cas de lecture audio ou vidéo, ça lancera tout simplement SharePlay. Mais l'idée, c'est bien d'avoir une API où vous allez pouvoir créer vos propres expériences, et juste une petite idée comme ça, imaginons vous avez des jeux, et bien vous pourrez par exemple lancer le multi très facilement comme ça. Ou alors imaginons vous avez un document, et vous voulez finalement partager l'accès à plusieurs, et bien ça pourrait se faire comme ça. Bon, ensuite, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'IA, mais il y en a quand même un tout petit peu, car en local, il y aura un modèle pour mieux suggérer du texte sur le clavier, et a priori, il y aura une API qui permettra de fournir aussi des suggestions par les applis tierces. Côté santé, HealthKit va arriver sur les iPads, ce qui va vous donner plein de nouvelles idées sur ce format, et il y a aussi l'arrivée d'un Screen Distance qui vous dira sur votre iPhone ou votre iPad si vous regardez l'écran de trop près. Alors surtout, ne me dites pas que ce truc est inutile, car comme vous le savez, il y a les enfants qui utilisent beaucoup trop les écrans, et typiquement ils peuvent développer de la myopie, et ce genre d'outil d'accessibilité, ça permettrait de réduire ce phénomène. Donc non, pour une fois, Apple ne fait pas que de bullshit. Côté WebKit ensuite, il n'y a rien de très nouveau, si ce n'est un rappel que les web apps elles font leur arrivée et qu'elles pourront être ajoutées sur le dock, et d'une certaine manière, c'est une sorte de gros coup de coude aux apps faites en électron. Pour ce qui est de l'Apple TV ensuite, comme d'habitude, pas grand chose, si ce n'est le support de la caméra des iPhones avec les mêmes API que sur les Mac, donc finalement ça va être utile quasiment que pour des applis de Team Zoom, on va dire. Et à noter que dans cette histoire, on n'a absolument rien eu sur les voitures, alors que l'an dernier, on nous avait dit que les constructeurs, ils allaient en mettre de partout. Mais bon, ça sentait quand même la communication partie un peu trop tôt, et ça semble se confirmer cette année. Mais si on change pour aller sur macOS, chaque année on nous dit que des jeux vont arriver, et finalement c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire pas grand-chose. Et en fait, il faut dire que c'est un peu logique parce qu'ils sont les seuls à utiliser Metal. Mais d'après la présentation, ils vont fournir un outil pour faciliter les portages, mais là-dessus j'ai pas trouvé de doc, mais a priori, ça aiderait à facilement porter les shaders. Mais par contre, là où c'est sûr, et là où vous allez avoir du boulot, c'est sur les montres où les guidelines graphiques, elles vont un tout petit peu bouger. Alors typiquement, on a l'impression que les raccourcis graphiques, ils sont désormais présents sur les quatre coins de l'écran, et je vous passe ensuite quelques captures d'écran des nouvelles applications pour vous montrer l'évolution. Bon, d'une manière générale, c'est pas une révolution, mais de tous les vieux OS que je viens de vous parler, finalement, c'est là où ça bouge le plus. Et voilà, et bien je viens en gros de vous résumer 1h20 de vidéo en quelques minutes. Et forcément après, notre Tim Cook préféré nous a sorti son One More Thing que personne n'avait vu venir, ou dit autrement, c'est le fameux éléphant dans la pièce qui n'est autre que le fameux casque qui s'appelle le Vision Pro et qui tourne sur le système qui s'appelle Vision OS.
Alors dans l'idée, jusqu'à présent, tous les casques de réalité virtuelle et augmentée, ils sont fermés, et Apple va au contraire faire une sorte de masque de ski, car on pourra voir au travers et dans les deux sens. Et rien que là-dessus, c'est vraiment son gros point différenciant. Et pour nous qui voulons développer dessus, les applications iOS et iPadOS, elles sont a priori toutes compatibles sans qu'on ait rien à faire. Mais bien sûr, l'idée ce sera d'éviter d'avoir des applications en 2D pour faire à la place des applis en 3D, avec finalement les outils classiques qu'Apple fournit déjà avec SwiftUI, RealityKit et ARKit. Et en quelque sorte, il n'y a pas de révolution là-dessus, mais c'est tout simplement pour s'assurer du maximum de compatibilité. Mais pour le moment, on n'a pas vu ce que donnait une appli iPhone dessus par contre. Mais en revanche, il y aura bien un App Store dédié. D'ailleurs, l'idée c'est que vous allez aussi pouvoir afficher l'écran de votre Mac dans l'univers virtuel, c'est-à-dire au final que toutes les applications et sites seront forcément compatibles, simplement ils seront en 2D. Et d'ailleurs, Word de Microsoft sera a priori optimisé, mais vu qu'ils ont déjà bossé sur une déclinaison avec l'HoloLens, c'est un tout petit peu normal. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que contrairement à tous les casques qui ont des manettes, ici les contrôles ils se feront avec vos doigts, chose que le MetaQuest arrive certes déjà, mais on pourra aussi le contrôler avec les yeux. Alors là-dessus, la démo a l'air de fonctionner, mais bon, comme on dit, à voir quand même dans les faits ce que ça donnera. Et d'ailleurs, un tout petit peu en mode chelou, de la même manière que vous avez un Touch ID ou un Face ID, il y aura aussi un Optic ID qui permettra tout simplement d'authentifier la personne qui utilise le casque, mais aussi pour payer avec Apple Pay. Pour le reste, je vous invite à aller voir les vidéos de prise en main, car pour les détails sur le développement, j'y reviendrai plus précisément demain. Donc si je vous résume cette keynote de 2 heures, pour iOS 17 et macOS, on va dire bof bof. iPadOS a copié les fonctionnalités d'iOS, WatchOS ça va avoir une nouvelle interface pour les apps, mais sur toutes les plateformes, surtout faites bien des widgets. Et ensuite, pour le casque de réalité virtuelle, économisez 3500 $ pour l'année prochaine, surtout en n'oubliant pas de rajouter les taxes, mais à la limite, vous pouvez quand même la jouer safe avec la rétrocompatibilité iOS et iPadOS. Et voilà, c'était donc un résumé très simplifié de la keynote grand public avec une vision développeur. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, voire même peut-être à me mettre une note sur 10 dans les commentaires. Et promis, par contre, demain, je regarde la session State of the Union qui donnera plein d'infos plus intéressantes pour nous. Et bon, là déjà, je voulais déjà commencer finalement par dégrossir les principales nouveautés. Et c'est donc là-dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui, et forcément tout vous résumer en 10 minutes, c'est quand même parfois un tout petit peu compliqué. Donc si toutefois vous n'êtes pas abonné à la chaîne, et bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et moi, de mon côté, je vous donne tout simplement rendez-vous demain, même heure et même endroit. Et en attendant, je vous souhaite une super belle journée.